Bien. Donc la fonction, on a dit que c'est la distance totale à parcourir par le voyageur et qui va être la somme, parce que le chemin, donc c'est-à-dire la fonction optimisée, c'est la somme de toutes les distances c'est-à-dire des distances entre chacune des paires des villes voisines. Donc le voyageur va emprunter les villes d'une vers l'autre. Chaque ville, c'est une ville voisine de l'autre qui est avant. Donc c'est-à-dire chaque point, chaque sommet du graphe, il va, c'est-à-dire se déplacer vers le sommet successeur, pour à la fin avoir un chemin, bien un cycle hamiltonien de distance minimale. Donc l'état du système est caractérisé par le trajet entre les différentes villes et la distance totale associée qui est représentée par son énergie. Donc l'énergie, c'est la distance du chemin hamiltonien. Pour modifier l'état du système, il suffit de permuter l'ordre des villes. Donc c'est l'idée, c'est-à-dire ici je suis en train de simplifier l'idée générale de l'algorithme. On va permuter les positions de villes dans le but d'avoir le chemin minimal. Mais comment? Avec le principe ou bien l'idéologie du recuit simulé. En abaissant la température, en choisissant un voisin, même si le choix de ce voisin n'améliore pas la fonction coût, c'est-à-dire il augmente la distance, mais dans le but d'avoir le chemin minimal. Donc l'algorithme sera adapté pour résoudre une instance d'un TSP. La distance sera calculée par la distance entre deux points. On va voir comment calculer cette distance. Maintenant, on est sûr que l'utilisation du recul simulé a la caractéristique de la température. Donc la température est un paramètre important qui caractérise l'algorithme du recul simulé. Le fait d'abaisser la température, c'est ce qui nous aide à converger vers la solution optimale d'une façon, c'est-à-dire efficace. Donc le choix des températures initiales et finales a un impact important sur l'efficacité de l'algorithme. Maintenant, on sait que le principe exige de choisir une température initiale qui est très grande pour que le métal soit dans l'état liquide. Puis on va refroidir le métal petit à petit pour arriver à l'état stable, bien gelé ou bien solide. Mais quelle valeur de température choisir pour la température finale, c'est-à-dire pour rendre le métal liquide, et la température finale, c'est-à-dire initiale, et la température finale qui est plutôt initiale, c'est-à-dire c'est la première température pour rendre le métal liquide, et puis le choix de la valeur finale de la température, c'est-à-dire à quelle température on arrête le recuit pour qu'on accepte l'état solide du métal. Donc le choix de ces deux valeurs est très important parce qu'il a un impact sur l'efficacité de l'algorithme sur le plan temps de calcul et aussi qualité de la solution. On va voir ça dans l'exécution de notre programme Python. On va voir les résultats et les interpréter vis-à-vis des valeurs de la température initiale et finale. Bon, on dit finale bien minimale parce que on va abaisser la température. Donc le processus va s'arrêter vers vers la température minimale. Bien, maintenant, pour ici dans mon cas, comment donc on a simulé le TSP comme étant un graphe avec les sommets sont les villes. Les distances, c'est la distance, c'est-à-dire le poids, c'est la distance entre deux villes. Maintenant, comment calculer cette distance? Donc j'ai choisi, c'est-à-dire j'ai simulé les villes avec les coordonnées d'un point x et y, x c'est l'abscisse, y c'est l'ordonnée, dans un intervalle 0, 1. Maintenant, comment calculer la distance entre ces deux points? Maintenant, la question qui se pose, on va revoir notre résultat. Donc, j'ai simulé les villes. Maintenant, entre cette ville et cette ville, il y a ici une distance. Donc, comment calculer cette distance? Bon, je vais utiliser une règle mathématique dans un repère orthonormé, ok. Donc, comment je vais calculer l'énergie de la distance entre deux villes? L'énergie qui est la distance entre deux villes. Donc, j'ai emprunté cette formule de calcul, de calcul d'une distance entre deux points dans un repère orthonormé. Donc, le plan est rapporté à un repère orthonormal. On a l'origine ici et on a l'axe des abscisses et l'axe des y. Le x et le y, ok? Donc, on a deux points ici, A et B. Donc chaque point, bien sûr, il a des coordonnées. Il a ses x, son abscisse x et son ordonnée y. Donc A et B sont deux points de coordonnées respectifs A. Donc XA c'est l'abscisse de A et YA c'est l'abscisse de A. Et c'est l'ordonnée de A. Et on a notre point B qui a comme abscisse XB et comme ordonnée YB. Donc dans ce cas, la distance entre les deux points A et B est égale à la racine carrée de XB moins XA au carré. Avec XB c'est l'abscisse du point B, XA c'est l'abscisse du point A, plus YB moins YA au carré. Avec YB, c'est l'ordonnée du point B, YA, c'est l'ordonnée du point A. Donc, je vais utiliser cette formule
pour calculer les distances dans mon graphe simulé, sous forme d'un graphe, dans mon TSP simulé sous forme d'un graphe. Donc je vais utiliser la racine carrée. Donc ça c'est pour trouver la distance entre deux points. Donc pour trouver toute la fonction coût, parce que la fonction coût c'est la somme des distances des différentes villes du chemin. Donc c'est la somme de tous, c'est-à-dire c'est la somme de tous les points A et B du chemin hamiltonien dans mon graphe TSP. Donc le XB ça va être le point XK plus 1, c'est-à-dire le point successeur où je vais me déplacer, et le XA, ça va être le point ici de départ. Donc on a un point de départ et un point d'arrivée. Le A, c'est le point de départ, et le B, c'est le point d'arrivée. C'est-à-dire, moi, comment je numérote dans mon programme, le XB, c'est le XK plus 1, c'est-à-dire c'est l'abscisse du point XK plus 1. XK plus 1, c'est l'abscisse du point A, et X, c'est l'abscisse du point B, et XK, c'est l'abscisse du point A. Parce que K, c'est le compteur de la boucle. Donc, je suis à la solution courante K. Je me déplace vers la solution successeur K plus 1. Donc, XB, ça va être XK plus 1. Et XA, ça va être XK. Vous voyez, l'essentiel que ici, je vous présente cette formule, ou bien cette illustration graphique pour vous montrer pourquoi j'ai pris cette formule pour calculer la distance. Bon, ici il y a une remarque. Je pouvais utiliser, c'est-à-dire une structure statique, prendre une matrice coût, comme je l'ai déjà expliqué. Je pouvais ici structurer une matrice coût et c'est-à-dire saisir directement, bien introduire la distance entre deux points directement dans la matrice. Mais ça va alourdir le programme. Donc j'ai pris cette formule pour générer les distances d'une façon dynamique. D'accord? Bien. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons de structurer ces données. Je pouvais très bien déclarer une matrice, d'accord, à n lignes et n colonnes, avec n c'est le nombre de villes, et dont les éléments sont les distances entre les différentes villes. Mais moi j'ai choisi ça, j'ai choisi c'est-à-dire un autre concept, ou bien une autre structure, c'est les coordonnées de chaque point, et avec ces coordonnées je vais, c'est-à-dire les coordonnées de deux points dans cet espace-là orthonormé, et puis calculer la distance en utilisant cette formule. Ok, très bien. Donc maintenant, il reste une autre phase, le choix de la température initiale. Donc la température initiale doit être choisie suffisamment élevée, elle doit être très grande, parce que dans la métallurgie, elle rend le métal liquide dans un état liquide. Donc elle doit être choisie suffisamment très élevée pour que l'équilibre thermique soit rapidement atteint. Très bien. Maintenant, cela signifie qu'elle doit être grande par rapport aux variations aléatoires d'énergie du système lors de la recherche de l'équilibre. Donc, elle doit être grande et elle va être minimisée petit à petit. Donc, on prend une température grande et on va passer au processus de refroidissement petit à petit en abaissant la température. Bien, donc ça, c'est une remarque, il faut prendre une valeur grande. Le T0 doit être grand. Puis, les TI vont diminuer, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'algorithme. Maintenant, la décroissance de la température. Pour la question qui se pose, comment on va diminuer la température? Est-ce que d'une façon brusque, d'une façon successive, progressive? Bon, si c'est une façon progressive, comment? Quelle valeur choisir? Donc je réponds à la question. La loi de la décroissance de la température est un compromis entre la recherche du meilleur résultat possible et le temps de calcul. Donc c'est important d'aller progressivement vers la solution optimale, qui dit progressivement, d'une façon lente, mais pas trop lente, pour ne pas alourdir le calcul. Donc la théorie, c'est un théorème de Hajek, nous dit que cette loi, je vais vous laisser la référence à la fin de la vidéo, nous dit que cette loi devrait être, c'est-à-dire j'ai emprunté cette théorie de ce théorème dans une référence. Je vous laisse la référence à la fin de la vidéo. Donc la théorie nous dit que cette loi devrait être en log inverse, c'est-à-dire 1 sur log n. Si n est le nombre de pas de variation de la température, c'est-à-dire si on a 100 variations, donc comment on va varier la température, c'est avec 1 sur log n. Mais cela génère de temps de calcul grand, c'est-à-dire en utilisant un logarithmique, ça va être très long. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la loi de décroissance exponentielle. Donc, on va utiliser la nouvelle température T, elle est obtenue comment? En prenant la température initiale fois exponentielle moins taux. Ce taux, il doit être choisi suffisamment grand pour que la décroissance soit lente, c'est-à-dire progressive. Mais elle est raisonnable par rapport à l'utilisation du logarithmique. Donc les valeurs, comment je vais, c'est-à-dire abaisser la température en utilisant cette formule-là. Bien sûr, j'ai emprunté cette théorie du théorème de Hajek.
Donc c'est T0, la température actuelle.